Comment Emmanuel Macron a-t-il emporté la présidentielle et surtout quelle est la géographie du vote en faveur du Rassemblement national puisque c'est un vote en progression constante depuis 2002. Nous sommes en duplex avec Hugo Touzet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et on vous doit Vote populaire, les bases sociales de la polarisation électorale dans la présidentielle de 2017. Donc on va évoquer la manière dont les milieux populaires ont voté à la fois en 2017 et aujourd'hui. Jean Rivière, vous êtes géographe, maître de conférence à l'université de Nantes. Et là, il s'agit d'analyser les votes en matière donc de carte électorale, à la fois pour le second, mais aussi pour le premier tour de la présidentielle. Et puis, ici même dans ce studio, Violaine Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'université de Rouen et on vous doit le vote FN au village, trajectoire de ménage populaire du périurbain aux éditions du Croquant. Violaine Girard, que vous inspire cette nouvelle carte électorale, celle donc qui est née au soir du second tour de l'élection présidentielle? Alors, elle m'inspire principalement, hein, le constat qu'effectivement, le vote, RN s'ancre, dans un certain nombre de territoires et qu'il suit une progression, hein, depuis, un certain nombre d'années. J'ai pas le sentiment que cette carte soit, radicalement, complètement nouvelle. En tout cas, quand on parle de carte, ça dépend aussi ce qu'on y met. On y met souvent, le candidat arrivé en tête par commune, mais il y a des variations. Hein, on peut arriver en tête avec 51 et arriver en tête avec 60. C'est le cas dans le territoire dans lequel j'ai enquêté. Il y avait au second tour des communes dans lesquelles Marine Le Pen avait 60. Alors ce territoire, il faut le présenter, c'est le budget. Oui, donc c'est un territoire qui est situé à l'est, à un peu plus de 40 kilomètres à l'est de Lyon et c'est un ancien territoire, enfin c'est un territoire anciennement industriel, mais qu'on connaît peu parce que c'est des territoires ruraux dans lesquels jusqu'aux années 70-80, il y avait des petites usines, des usines textiles, une usine Saint-Gobain, des usines disséminées. Et puis à partir des années 80-90, il y a eu des politiques d'aménagement de zones d'activité économique. Donc ça reste un territoire populaire avec un certain nombre d'ouvriers. Les femmes sont employées dans les services. Heu, Ce n'est pas un territoire qui se caractérise par une crise aussi grande que dans d'autres territoires. non, bien sûr, c'est ça qui m'avait intéressée. C'est-à-dire que c'est pas, la France de l'Est, c'est pas Hayange, c'est pas, le Nord avec la désindustrialisation, avec les restructurations industrielles. C'est un territoire, périurbain, c'est-à-dire que c'est un territoire qui est situé, à distance, aux franges, de l'aire urbaine, hein, mais d'une grande aire urbaine, la métropole de Lyon, qui bénéficie d'un certain nombre de réimplantations industrielles. Alors par contre, ce que je dis souvent, c'est que, les la structuration du bassin d'emploi est nouvelle, c'est-à-dire que vous avez plus d'une centaine d'établissements différents. Moi, j'ai étudié donc un parc industriel sur lequel il y a plus de 4 000 emplois, mais et des emplois en plus 1 000 ou 2 000 contrats en CDD suivant les périodes, mais il n'y a pas un employeur, c'est-à-dire qu'il y a une majorité, il y a un très grand nombre d'établissements de moins de 100 salariés. Donc Mhm. ça veut dire qu'il n'y a pas de gros collectifs de travail. Qu'en plus, comme cette zone d'activité est récente, il n'y a pas eu d'implantation syndicale très très forte. Toute une série de choses qui jouent sur les formes de politisation à droite et de rapport aux politiques de ces classes populaires. Alors si on veut prendre donc l'exemple du budget pour cette élection présidentielle, qu'observe-t-on dans cette région-là en matière de vote, Violaine Girard? Alors, on observe, une progression, au premier tour du vote, pour Emmanuel Macron, mais qui reste inférieur au vote pour, Marine Le Pen. Et les votes à gauche sont minoritaires et on observe aussi que l'abstention est plus faible, un petit peu qu'en moyenne nationale et ça s'explique très bien parce qu'on a beaucoup de communes, pavillonnaires, de petites communes, de 2 000, 3 000, 4 000 habitants dans lesquelles les habitants connaissent les élus et se rendent au bureau de vote. Mais voilà, un territoire dans lequel les votes de droite, pour la droite classique sont régulièrement supérieurs aux moyennes nationales et les votes pour, le Front national puis le Rassemblement national ont été régulièrement supérieurs de parfois plus de 10 points par rapport aux moyennes nationales. Et on voit que le vote Macron s'ancre aussi dans un vote, de droite, enfin dans des territoires dans lesquels il y avait un vote pour la droite classique habituellement. C'est-à-dire qu'il y a eu un siphonnage des partis de droite classiques par La République en marche. Oui, en tout cas dans ce territoire-là, on peut le penser. Et si l'on continue, parce que
C'est intéressant en fait de voir les logiques. Alors, ce qui vaut pour le budget ne vaut pas nécessairement pour d'autres régions. En revanche, on a des logiques de vote que l'on peut considérer comme étant valables pour d'autres territoires que celui-là. Évidemment, on explique que le vote Rassemblement national au second tour de la présidentielle a été majoritaire dans les villages. Est-ce ce que vous constatez dans cette région-là? Alors dans cette région-là, il peut aussi être majoritaire dans les bourgs, hein, dans les chefs-lieux de canton et cetera. Mais effectivement, alors les villages, on peut se dire c'est quelque chose qu'on voit, c'est la taille des communes. Ensuite, derrière la taille des communes, il y a des types d'espaces résidentiels et il y a surtout des compositions sociologiques de la population. Et en termes de composition socio-professionnelle, on sait que plus on s'éloigne des villes, dans le périurbain, plus la part des ouvriers, des employés est élevée. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes ces catégories socio-professionnelles sont acquises massivement au vote RN, mais en tout cas, on sait aussi que, à l'inverse, d'autres catégories, et Jean y reviendra peut-être, comme par exemple les cadres, vont voter plus facilement, notamment Macron. Justement, Jean Rivière, vous qui êtes géographe, alors vous avez observé à la fois les cartes du second tour, mais aussi celles du premier tour, parce que si on prend les cartes du second tour, eh bien, par définition, il n'y a que deux candidats, donc deux couleurs. Les choses sont plus contrastées pour le premier tour. Qu'est-ce qu'elles nous enseignent? Effectivement, ces cartes du premier tour, elles sont souvent plus riches. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut faire attention à faire parler les cartes, mais à pas non plus leur faire dire ce qu'elles ne peuvent pas dire, hein. On ne peut pas déduire d'un choix d'un bulletin de vote forcément des valeurs ou des adhésions au programme. On sait qu'il y a de multiples raisons qui peuvent guider à voter pour tel ou tel candidat. Alors après ce petit préalable de prudence, pourrait-on dire, parce que les cartes sont des objets médiatiques qui circulent beaucoup dans les périodes électorales, il y a plusieurs changements qui sont notables, notamment par rapport aux élections précédentes, celles de 2017. D'abord, la transformation du vote pour Macron et La République En Marche. Quand on regarde en 2017 les cartes, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle des bureaux de vote des grandes villes sur lesquelles j'ai travaillé, on s'aperçoit que c'est une géographie assez intermédiaire finalement. Alors qu'en 2022, on retrouve une géographie qui est très traditionnellement celle du vote pour la droite. La carte de Macron 2022 dans les grandes villes ressemble beaucoup à celle de François Fillon en 2017. Finalement, ce qu'on observe, c'est que sur les bases classiques des espaces qui votent à droite, cet électorat-là, il a été complètement écartelé entre d'un côté le vote pour Emmanuel Macron et de l'autre côté le vote pour Éric Zemmour. Vote pour Éric Zemmour qui est d'ailleurs très différent de la géographie de celui de Marine Le Pen. Pourquoi? Qu'est-ce que vous observez en matière de géographie électorale pour ces deux votes, Jean Rivière? En fait, ce que ces cartes montrent très bien, c'est qu'il y a deux extrêmes droites finalement, qui correspondent à deux géographies, et ces deux géographies, elles renvoient elles-mêmes à deux types d'implantations sociologiques différentes. Quand on regarde les cartes qui représentent les espaces où le vote pour Éric Zemmour est le plus élevé, alors on a bien sûr des clivages régionaux avec les littoraux des Alpes-Maritimes, du Var, mais ce qui saute aux yeux rapidement, c'est la place de ce vote-là dans les beaux quartiers de la plupart des grandes villes, et qui sont les beaux quartiers d'une partie de la bourgeoisie qui s'est probablement radicalisée vers l'extrême droite. C'est le cas dans l'ouest parisien, dans les Hauts-de-Seine, dans le 78. Et puis, quand on regarde très finement, par exemple, dans la ville de Nantes, sur laquelle je travaille, les bureaux de vote dans lesquels Éric Zemmour recueille ses meilleurs scores, ce sont les bureaux de vote qui correspondent aux quartiers qui, selon le recensement de la population, sont les plus riches de la ville de Nantes. Donc, une forme de radicalisation, ça correspond à une partie de la bourgeoisie, ça correspond aussi parfois à des paroisses traditionnalistes dans l'espace urbain. Mais alors, et de l'autre côté... Pardonnez-moi, je vous ai coupé, Jean Rivière, mais alors, dans ces conditions, que signifie le terme d'extrême droite? Qu'est-ce qu'il recouvre? Pourquoi rassembler ces deux partis sous l'étiquette d'extrême droite? Expliquez-nous. Je pense que souvent l'extrême droite, elle définit en termes de valeurs sur son rapport à l'immigration, aux étrangers. Je pense que l'extrême droitisation justement de la campagne, du moins du temps de campagne qu'il y a eu, l'a assez bien montré. Et juste pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que de l'autre côté, la géographie du vote pour Marine Le Pen, et donc sa sociologie, elle est très différente. Elle est beaucoup plus périphérique dans l'espace des grandes villes, hein, dans les marges des espaces communaux centraux, pas forcément au cœur des quartiers populaires de grands ensembles, mais plutôt à leurs abords, dans des périphéries immédiates. Et puis elle est beaucoup plus forte dans les mondes périurbains lointains et dans les mondes ruraux.
Et donc, ce que ça montre, c'est que tout ça, ce sont, comme le disait bien ma collègue Violaine Girard, des effets de composition sociale en termes de classe sociale ou de fraction, c'est-à-dire de partie de classe sociale, des effets d'âge, voire de génération, de niveau de diplôme, de secteur d'activité des actifs ou de taille des entreprises, comme le disait ma collègue, ou encore de la place de population étrangère ou immigrée. Qu'en pensez-vous, Hugo Touzet? Vous êtes sociologue et on vous doit notamment un ouvrage consacré au vote populaire. Et on a tendance de plus en plus à considérer qu'il y a une sorte de superposition entre vote populaire, vote pour le RN et vote des classes. Alors là, j'ai par exemple sous les yeux une interview du philosophe Pierre Manant qui parle par exemple des classes dirigeantes. Ce n'est pas de la sociologie électorale, c'est de la philosophie. Mais si on devait essayer de caractériser ce vote populaire, que diriez-vous à ce sujet? Alors nous, on a travaillé effectivement en 2017, je dis nous puisque c'est une enquête collective, hein, cet ouvrage Vote populaire. On a travaillé sur 2 villes populaires avec cette volonté déjà de combattre peut-être un premier préjugé, l'idée d'une extrême droitisation des classes populaires. Et nous, on faisait déjà le pari à l'époque, qui a l'air de s'être vérifié en 2022, non pas d'une extrême droitisation des classes populaires, mais plutôt d'une polarisation, hein, entre l'extrême droite et disons un pôle de gauche radicale qui était déjà centré autour de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et qui s'est renforcé en 2022. Et donc ce qu'on a cherché à savoir en prenant 2 territoires populaires, donc un territoire en banlieue proche parisienne et un territoire dans le bassin minier lensois, c'était de savoir quelles étaient les dispositions qui faisaient que certaines des classes populaires, effectivement, sombraient ou disons se tournaient vers un vote vers l'extrême droite, quand d'autres avaient plutôt des capacités de résistance et conservaient un vote de gauche. Donc voilà, c'est plutôt ça qu'on a voulu mettre en avant, avec cette idée, hein, de ce qu'on redit Violaine et Jean, qui est à mon avis très, très important, c'est que les cartes, derrière les cartes, il n'y a pas de neutralité. Les cartes, les territoires ne sont pas neutres. Et nous, on a voulu prendre en compte les territoires comme étant des territoires du travail, des territoires où se jouent des phénomènes sociaux à l'œuvre et qui peuvent expliquer les polarisations politiques. Mais alors, justement, lorsque l'on essaye de comprendre ces polarisations en cours, est-ce que on a affaire à des logiques? Parce que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre les logiques de vote. Qu'est-ce qui incite tel individu qui appartient à telle classe à voter pour tel ou tel parti? Qu'avez-vous obtenu, qu'avez-vous observé à cet égard, Hugo Touzet? Eh bien, si on prend par exemple le cas de Méricourt, donc Méricourt, c'est une petite ville, pour la situer, hein, qui est assez proche d'Hénin-Beaumont, la circonscription électorale de Marine Le Pen, qui est une ville qu'on peut dire en grande désespérance d'un point de vue de l'emploi, puisque c'est une ville entièrement minière où les mines ont fermé. Et bien là, on a une polarisation entre disons, l'extrême droite et la gauche radicale. Et si on regarde un peu plus en détail, eh bien, on voit que les gens qui sont dans ce territoire très en difficulté, qui sont les plus précaires, les moins diplômés, ceux qui ont le plus de difficultés dans la vie, vont effectivement se tourner vers, en tout cas c'est ce que nous on avait observé en 2017, vers un vote vers l'extrême droite. Par contre, si on regarde des gens qui peuvent être également des gens des catégories populaires, y compris des gens précaires, mais qui vont avoir un petit diplôme, qui vont avoir un contrat un tout petit peu plus stable, et bien là, une balance se rétablit entre l'extrême droite et à l'époque Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il y a des petites dispositions. Donc nous, ce qui était important de faire attention, c'est ce qu'on appelle ces petites différences, ces petites dispositions. Donc en l'occurrence, un diplôme, un emploi un peu plus stable, le petit fonctionnariat, qui peuvent expliquer ces différences-là. Et puis si on prend une autre ville qu'on a étudiée, donc Villeneuve-Saint-Georges, qui est une ville dans le Val-de-Marne, en banlieue proche parisienne, donc là, un territoire assez pauvre, mais du point de vue de l'emploi qui n'est pas le même, on n'observe pas ce rapport direct entre précarité et vote pour l'extrême droite. Par contre, là, ce qui était important de faire attention, et je pense que les élections de 2022 l'ont encore plus mis en lumière, c'est de prendre en compte à la fois la dimension de précarité, mais à la fois les trajectoires migratoires des individus, puisque ce qu'on avait pu observer, c'est que les trajectoires migratoires, donc soit vécues personnellement par les individus, soit dans leur famille, donc notamment d'Afrique et d'Afrique subsaharienne, pour ces trajectoires migratoires extra-européennes, protégeaient, entre guillemets, je mets des guillemets au terme de protéger, d'un vote pour l'extrême droite. Et donc, ce qui était important pour nous, pour bien comprendre ces logiques de vote, c'est d'articuler à la fois un rapport au travail, à la fois un rapport à l'emploi, mais aussi
aussi un rapport à ce qu'on peut considérer être de la discrimination, du rapport migratoire, etc., etc. Donc de considérer ces classes populaires non pas comme un bloc monolithique, mais comme une sorte de conglomérat qu'il faut aller étudier, observer plus en détail pour bien comprendre ces logiques de vote dont vous parlez. Qu'est-ce que vous en pensez, Violaine Girard? Alors moi j'ai un point de vue, qui complète, celui de Hugo parce que moi j'ai enquêté dans un territoire dans lequel à l'inverse, la part des personnes, alors en France avec l'INSEE on a les statistiques que des personnes, étrangères ou, immigrées. Mais moi j'ai enquêté dans un territoire où la part, des personnes, qui appartiennent aux minorités, racisées, on peut dire aux minorités qui sont assignées à des origines migratoires, eh bien ces minorités sont, faiblement présentes. Donc j'ai plutôt, rencontré des personnes qui, appartiennent au groupe majoritaire, hein, qui est blanc, et qui, en fait, ce que j'ai pu voir dans mon enquête qui n'était pas limitée juste à la question du vote, c'est, des formes de stratégies, alors qui ne sont pas institutionnalisées, mais qui sont quand même portées par des élus municipaux, pour préserver des formes entre-soi résidentiels qui sont réservés aux ménages respectables. Alors, ça veut dire que la question donc de l'absence d'étrangers, je mets le terme entre guillemets, est un facteur explicatif premier dans le vote Rassemblement national? Alors, c'est pas exactement ce que je dis. En fait, il y a différentes logiques, hein. C'est ce que disait aussi Hugo. Il y a le rapport à l'emploi, il y a le niveau de diplôme, il y a aussi des formes de politisation familiale, etc. Il y a aussi, ce qu'on n'a pas dit, des formes, en tout cas chez les catégories populaires, de défiance de plus en plus grande à l'égard des principaux responsables politiques, parce qu'il y a le sentiment qu'il y a une distance entre des responsables qui appartiennent aux classes supérieures et les conditions de vie des catégories populaires. Ça Ça veut dire, alors je vous embête hein, là-dessus, Oui, vas-y. Violaine Girard, mais ça veut dire que on ne peut pas l'interpréter comme un vote xénophobe, ou alors il peut l'être, mais pas uniquement. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que, en tout cas, je dirais pas un vote xénophobe. Ce que je dirais, c'est que ça peut être aussi un vote qui se nourrit de certaines pratiques concrètes, qui, au-delà des échéances électorales, au-delà de tous les 5 ans les présidentielles, il y a des choses qui se passent dans l'espace résidentiel, qui renvoient à un rejet, à des stratégies de mise à distance de certaines catégories stigmatisées. Et ça s'ancre aussi dans, la stigmatisation depuis un certain nombre de décennies du logement social. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Violaine Girard, on vous doit le vote FN au village aux éditions du Croquant. Jean Rivière, vous êtes géographe et maître de conférences à l'Université de Nantes. Et enfin, Hugo Touzet, sociologue, on vous doit vote populaire, les bases sociales de la polarisation électorale dans la présidentielle de 2017. C'est aux éditions Collectif Focal. Il est 8 h sur France Culture. Et nous retrouvons nos 3 invités sur les logiques et les territoires du vote Rassemblement national. Nous sommes en compagnie de Violaine Girard, sociologue. On vous doit le vote FN au village. Hugo Touzet, vous êtes sociologue. Vous avez notamment publié Vote populaire, les bases sociales de la polarisation électorale. Jean Rivière, vous êtes géographe et vous avez notamment publié L'illusion du vote bobo aux presses universitaires de Rennes. Hugo Touzet, si vous deviez essayer de hiérarchiser ou d'évoquer les différents déterminants du vote Rassemblement national, parce qu'il y a au moins 3 logiques qui peuvent alors ou bien d'ailleurs se superposer ou bien se distinguer dans ce vote du Rassemblement national. Il y a, je vais le dire brutalement et vous affinerez si vous le souhaitez, il y a tout d'abord la relation à l'autre, ce que l'on pourrait appeler eh bien, une dimension xénophobe, par exemple. Il y a la question donc, du pouvoir d'achat, puisque c'est le thème qui a été central au sein du discours du Rassemblement national, se transformant, là aussi, je vais mettre tous les guillemets qui conviennent, mais comme une forme de parti de gauche au second tour. On a dit d'ailleurs que le programme économique du Rassemblement national était plutôt à gauche. Et puis, troisième hypothèse, mais vous pourrez en rajouter d'autres, eh bien, le vote Rassemblement national était un vote barrage contre Emmanuel Macron. Qu'auriez-vous à dire sur ces 3 hypothèses? En rajouter si vous le souhaitez.
Je mets peut-être tout de suite de côté la troisième hypothèse sur cette question du vote barrage. Il est indéniable qu'il y a une forte partie de vote barrage, mais qui s'exprime plutôt au second tour. Et pour analyser les recompositions politiques, le grand paysage, disons, il est plus intéressant de s'attacher à regarder les résultats du premier tour. Alors, si on prend ce premier tour, je pense qu'il est marqué par un succès des deux blocs, disons, qui captent la majorité de l'électorat populaire, c'est-à-dire à la fois Jean-Luc Mélenchon pour la gauche et Marine Le Pen pour l'extrême droite. Il est marqué par une capacité à articuler différentes thématiques, effectivement. Pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, c'était sa capacité à articuler les questions liées aux inégalités, au pouvoir d'achat, aux questions des discriminations et à l'écologie. Mais je prends votre question pour l'extrême droite. Si on prend, pour faire un petit pas de côté, dans le pôle d'extrême droite, vous avez eu Éric Zemmour qui pendant longtemps a fait peur, disons, à Marine Le Pen et à sa capacité à lui voler, disons, un certain nombre d'électeurs. Éric Zemmour, il fait des très forts scores sur des thématiques assez classiques de l'extrême droite, par exemple la sécurité, la lutte contre la délinquance, la lutte contre l'immigration clandestine. Il fait même chez ses électeurs des meilleurs scores, si on regarde les indicateurs de sondage, que dans l'électorat Marine Le Pen. En revanche, il fait des scores extrêmement faibles sur les thématiques liées par exemple au pouvoir d'achat. Donc une hypothèse qu'on peut faire pour ces élections 2022, c'est que le succès, disons, électoral de Marine Le Pen, ça a été d'articuler les trois grandes thématiques historiques de l'extrême droite, donc pour le dire vite, sécurité, délinquance, terrorisme et l'immigration clandestine, avec des thématiques, disons, sociales, pouvoir d'achat, le prix des carburants, la santé, etc. Alors attention, une fois qu'on a dit ça, il faut nuancer tout de suite cette idée que c'est quelque chose uniquement de gauche, puisque si on couple ces indicateurs de pouvoir d'achat avec d'autres types d'indicateurs, on voit que le pouvoir d'achat, il n'est pas neutre politiquement, et il est investi différemment, par exemple par les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou par les électeurs de Marine Le Pen. Si vous prenez l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui a des indicateurs très hauts sur les questions du pouvoir d'achat, c'est davantage des choses qui sont couplées aux questions des salaires, par exemple de la hausse des salaires, de la sécurité de l'emploi, ce genre de choses. Avec Marine Le Pen, on a un discours sur l'assistanat, par exemple, contre l'assistanat, contre l'immigration, les aides aux immigrés, etc. Et donc, la question du pouvoir d'achat, elle n'est pas investie politiquement de la même manière. Mais à la fin, je pense quand même qu'effectivement, le succès de Marine Le Pen est cette capacité à articuler des thématiques différentes et, disons, ne pas rester monolithique sur les thématiques classiques de l'extrême droite. Qu'en pensez-vous, Violaine Girard? Alors, c'est c'est un peu complexe. Je pense que c'est difficile de démêler et que parfois, même chez un électeur ou une électrice, il peut y avoir plusieurs motifs. Bien sûr. Il y a un motif qu'on disait tout à l'heure, qui est aussi la distance sociale vis-à-vis des élites politiques en place, et le sentiment qu'il y aura aussi du mépris de classe de la part des principaux responsables politiques. Que ça a été Sarkozy, Hollande et puis sans doute Emmanuel Macron. Donc, il y a différentes Qu'est-ce que choses. ça veut dire le mépris? Est-ce que ça veut dire que finalement la question, on sait à quel point dans la démocratie, la lutte pour la reconnaissance est important. Est-ce que ça veut dire que on a en tant qu'électeur le sentiment de ne pas être reconnu, de ne pas compter, et donc d'avoir affaire à des politiques qui manifestement ne sont pas destinés à vous rendre la vie démocratique plus douce? Oui, c'est ça. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient, ils ne savent pas comment on vit, ils connaissent pas les vrais problèmes, ils sont distants, ils vont prendre des mesures, mais qui concrètement, dans les entreprises, dans le monde du travail, ne sont pas efficaces ou voire sont contre-productives, etc. Donc, il y a vraiment ce sentiment de défiance, de distance. Soit il y a l'idée que les grandes réformes politiques, c'est beaucoup du discours. Moi, j'avais beaucoup de gens qui me disaient, mais voilà, on aurait dû se méfier. Sarkozy, finalement, c'était un avocat, c'est un beau parleur. Derrière les discours, il n'y a pas grand-chose de concret. Voilà, un attachement à des choses concrètes. Et sur des formes de politisation à droite assez anciennes, chez donc des catégories populaires qui ne sont pas dans les grandes entreprises, qui ne sont pas dans les syndicats, qui sont dans des PME sous-traitantes, etc., il peut y avoir souvent un passage du vote de la droite classique à un vote FN ou RN. Et donc, c'est en ça que je dirais pas du tout, moi, que ça serait la nouvelle gauche que représenterait le programme de Marine Le Pen sur le pouvoir d'achat. Voilà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que
Sur les questions, ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, sur les valeurs, de l'extrême droite, il y a aussi des formes de banalisation, dans l'espace local. Il y a des formes de discrimination qui traversent toute la société française et qui, touchent les personnes, racisées. Donc, il y a des discriminations à l'emploi, il y a des discriminations au logement, et cetera et donc, ça ne peut pas, ne pas ensuite, rejaillir sur des votes. C'est-à-dire qu'il y a des formes de banalisation de ces discriminations, de ces rejets et donc voilà, on vit dans une société qui produit des inégalités sur la base de l'origine, supposée ou assignée à certaines personnes. Jean Rivière, même question si vous deviez tenter de hiérarchiser. Alors vous êtes géographe, donc lorsqu'on travaille sur des cartes, il n'est pas aisé de reconstruire les raisons qui incitent les acteurs à agir, mais malgré tout, avec la typologie par exemple des espaces que vous étudiez. Oui, effectivement, vous faites bien de rappeler qu'en géographie, il faut se prémunir voilà, d'essentialiser les espaces géographiques. Il faut toujours essayer de resociologiser l'analyse. Alors, comment peut-on le faire? On peut essayer, notamment aux échelles géographiques les plus fines, comme j'essaye de le faire avec d'autres à l'échelle fine des bureaux de vote des grandes villes, de relier, d'articuler, d'intriquer la géographie des votes d'un côté, avec de l'autre côté la structure sociale, la place des habitants dans les hiérarchies sociales, les hiérarchies notamment socio-professionnelles, les hiérarchies scolaires, les hiérarchies démographiques, etc. En utilisant notamment pour cela des indicateurs de la statistique publique, du recensement de l'INSEE, des données de la Direction générale des impôts sur les revenus, etc. Et quand on fait ça, on peut essayer de comprendre quel type de contextes sociaux, géographiques, sont liés à quel type de pratiques électorales. Quand on fait ça pour la question du Rassemblement national, alors ce dont on s'aperçoit dans les villes, qui ne sont pas forcément le meilleur terrain pour travailler sur les questions d'extrême droite, notamment par rapport à des effets de composition sociale, on s'aperçoit que c'est plutôt le haut des classes populaires, des individus ou des quartiers où on retrouve plus qu'ailleurs des gens qui ont des niveaux de diplôme intermédiaires, des CAP, des BEP, des gens plutôt d'âge avancé, sans non plus que ce soit des retraités. Et ça dessine, cette mosaïque sociale des grandes villes, des différences entre différentes fractions des classes populaires, notamment des fractions plus basses des classes populaires, notamment plus souvent issues de l'immigration ou racisées, c'est-à-dire assignées à des traits supposément raciaux dans les rapports sociaux locaux, où là, c'est plutôt dans ces quartiers-là beaucoup plus l'abstention ou le vote pour Jean-Luc Mélenchon qui domine. Mhm. Et donc là, on a affaire à des logiques de vote différentes. On peut imaginer, par exemple, qu'il y ait une progression de ces votes si le Rassemblement national ou d'autres partis, puisque il y a eu au début de cette présidentielle une primaire à l'extrême droite, il ne faudrait pas aussi l'oublier. Est-ce que l'on pourrait imaginer qu'il y ait une progression de ce vote si ces logiques, elles sont mieux maîtrisées et nourries par ces partis-là? Une progression du vote pour l'extrême droite, vous voulez dire? Absolument. Alors, juste, je n'ai pas noté qu'il y a eu de primaire à l'extrême droite. Il y a eu peut-être Ouais, c'était des une dynamiques. facilité journalistique Oui, entre oui, oui. le vote Éric Zemmour et le vote Marine Le Pen. Au début, il y a eu une concurrence pour se disputer ce que l'on pouvait imaginer comme étant le même réservoir d'électeurs. Oui, oui, tout à fait. Il y a eu des dynamiques sondagières qui ont pu influencer les choses. Ce que je pense qu'il faut faire, c'est la géographie a plein de qualités, et c'est un géographe qui le dit, mais elle a aussi des limites. Et pour comprendre les votes à l'extrême droite, il faut aller enquêter, il faut aller demander aux individus quel sens ils représentent pour eux, comme le font des sociologues, mes collègues qui sont avec nous en studio, comme le fait par exemple le sociologue Benoît Coquart, de manière très claire, je trouve, dans les mondes ruraux. Peut-être que pour que le vote à l'extrême droite n'augmente pas, peut-être qu'il faut mettre en place des politiques aussi qui limitent ces inégalités sociales, qui le nourrissent. Ce serait probablement un des premiers éléments, parce que je reviens juste sur ce que vous disiez précédemment en posant une question. On ne peut pas dire que le programme du Rassemblement national est un programme de gauche au plan économique. Qu'est-ce que c'est qu'un programme de gauche? C'est un programme qui s'attaque à la question des inégalités et à leur résorption, qui propose l'augmentation des salaires. On n'a pas ça dans le programme du Rassemblement national. Effectivement, Marine Le Pen discourt sur un certain nombre de choses, sur des questions de pouvoir d'achat, mais n'envisage pas de les traiter, notamment par exemple en augmentant l'imposition pour partager les ressources qui existent dans un pays. Mais voilà, je pense que ce qu'il faut arriver à faire, c'est à comprendre, sans jugement et sans mépris de classe, comme le disait bien ma collègue Violaine Girard, le sentiment que peuvent avoir ces groupes. Par exemple, c'est frappant au moment du
du débat télévisé d'entre-deux tours, beaucoup d'analyses dans la presse disaient Emmanuel Macron a gagné le débat. Moi, je pense qu'il faudrait travailler un peu sérieusement, mais je pense que des collègues de sciences politiques le feront, sur la réception ou les réceptions populaires d'un tel débat. On a beaucoup parlé de mépris de classe, d'arrogance, fait de corps, dans les postures corporelles, de toute la communication non verbale d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il faudrait se demander ce que vivent ou ressentent certaines fractions des classes populaires qui subissent des inégalités d'un tel discours et de la manière dont il est porté. Donc je pense qu'il faut arriver à comprendre et à juger, et que pour faire diminuer le vote d'extrême droite, il faudra mettre en place des politiques qui limitent les inégalités dans les villes et ailleurs. Et on pourrait vous rétorquer, Jean Rivière, même si effectivement vous considérez qu'à partir de tel ou tel critère, le programme de Marine Le Pen n'est pas un programme de gauche, qu'il peut être perçu comme tel par ses électeurs. Ah oui, complètement. Là, je suis d'accord avec vous. Et en poursuivant Violaine Girard, on pourrait donc avoir une forme de captation, ça se fait d'ailleurs couramment en politique, lorsqu'un parti avance sur le territoire d'un autre. Oui, alors moi je vais pas m'avancer sur ce qui pourrait se passer dans 5 ans ou Non, je ne vous demande pas ça, mais sur ce qui se passe déjà maintenant. Oui, non, sur ce qui se passe déjà maintenant. Moi, le territoire dans lequel j'ai enquêté, alors, mais c'était il y a un certain temps, mais Mélenchon apparaissait comme quelqu'un qui n'était pas non plus crédible qu'un autre. Et par contre, ce qu'il y avait beaucoup aussi, c'était l'idée, voilà, pourquoi pas essayer le Front National, parce qu'après tout, on n'a jamais essayé, etc. On l'entend des fois dans des verbatim, dans des articles de presse, etc. Et pour revenir sur ce que disait Jean Rivière, il y a quand même eu encore un certain nombre d'affaires, de choses qui entachent la vie politique. Je ne sais pas, François Fillon, il y a 5 ans, là, au cours du quinquennat, il y a eu des choses, différentes choses. Il y a eu François de Rugy, etc. Enfin, on voit bien, ça renvoie aux inégalités sociales qui traversent la société. Et on verra la composition aussi, il y a des collègues politistes qui le feront sans doute, la composition de l'Assemblée nationale. Quelles sont les anciennes professions exercées dans le monde du travail par les députés? Il y aura on verra la proportion d'ouvriers et d'employés à l'Assemblée nationale parmi les députés, enfin d'anciens ouvriers ou d'anciens employés chez les députés. Et puis on pourra comparer à la proportion dans la population active. Dernier élément que je souhaiterais aborder avec vous, Jean Rivière, la question de l'antagonisme. On a l'impression que la société française est aujourd'hui, après la présidentielle, avec les législatives qui s'annoncent, mais aussi à la suite des 5 ans qu'on a vécu, une société qui est extrêmement tendue, avec beaucoup d'antagonisme et une forme de bloc contre bloc. Alors, je ne sais pas comment l'appeler. J'ai par exemple sous les yeux l'interview du philosophe Pierre Manant. Il dit classe dirigeante et peuple populiste doivent sortir de leur mépris réciproque. C'est dans le Figaro du jour. Avez-vous la sensation, Jean Rivière, que la France est aujourd'hui partagée en deux avec un antagonisme très fort? Alors, je pense qu'il faut se méfier des lectures les plus simplistes et les plus binaires, ce qui est d'ailleurs généralement le cas sur vos ondes à France Culture. Qu'est-ce qui produit cette perception de deux France? C'est avant tout le système électoral où l'offre électorale est réduite à 2 candidats au 2e tour. Donc on va avoir toute une série de schèmes ou de cadrages ou de modes d'entrée dans les résultats qui sont ceux que vous évoquez, les élites contre les perdants, etc. Je pense que les élections présidentielles, le premier tour l'a montré, la France n'est pas séparée en 2 parties. La France est plutôt séparée en 3 blocs, ou avec un 4e qui serait un pôle abstentionniste plus fort. Ah oui. Je pense aussi que les périodes électorales cristallisent un certain nombre de choses. C'est aussi une des périodes où même l'éditorialiste ou le philosophe dans le Figaro que vous citiez semblait redécouvrir les rapports de classe et les rapports de domination. D'ailleurs, ces rapports, on ne peut pas les analyser du même côté, du côté des élites patronales, comme il le disait, et du côté des groupes dominés. Il y a un sens dans les rapports de domination en général. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut faire attention aux lectures qui cristallisent ou qui sont un peu sensationnalistes. C'est-à-dire que la France est quand même une société, y compris quand les cartes le montrent, il y a des formes de mixité sociale relatives, avec des dosages différents, dans beaucoup d'espaces, de la même manière qu'il y a des gens de toutes catégories qui votent pour tous les candidats, alors évidemment dans des proportions très variables, mais il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que la France est une société d'archipel entre des sous-groupes complètement hermétiques entre eux. Voilà. La France n'est pas une société
de ségrégation absolue ou d'apartheid. Il y a des inégalités et qui se traduisent très fortement dans l'espace géographique. C'est là-dessus que je travaille. Mais il faut se garder des lectures trop clivées. Hugo Touzet, même question. A-t-on affaire à un pays qui menace de craquer, qui est au bord, je ne sais pas, d'un affrontement, bloc contre bloc, quelle que soit d'ailleurs la manière dont on nomme ces blocs? Oui, alors qu'il y ait une situation politique extrêmement tendue, ça c'est à peu près incontestable, même si je partage avec Jean l'idée qu'il faut toujours essayer de rentrer en complexité. Et encore une fois, pour l'analyse des résultats présidentiels, toujours s'attacher plutôt au premier tour qu'au second. Ça nuance, ça permet de nuancer un petit peu ces choses-là. Et par exemple, sur votre question de tout à l'heure des marges de progression du Rassemblement national, alors bien malin qui pourra dire ce que ce sera dans 5 ans, mais si on regarde déjà là les marges de progression entre 2017 et 2022, on voit qu'une grande partie, une large partie de la progression du Rassemblement national et y compris une partie de son apparition dans des territoires qui lui étaient jusque-là interdits, elle ne se fait pas à gauche, elle se fait plutôt sur le délitement de l'électorat François Fillon, qui, entre François Fillon et Valérie Pécresse, on le rappelle, il y a une perte de 15 points quasiment, qui vont pour une partie vers l'abstention, une partie vers Emmanuel Macron et une partie quand même conséquente, qui se tourne vers l'extrême droite, et en particulier vers Marine Le Pen. Alors encore une fois, ça permet de nuancer cette idée d'une bipolarisation, et ça permet aussi de nuancer cette idée que les marges de progression de l'extrême droite se font principalement à gauche. Et puis si on regarde les reports de voix, par exemple de l'électorat Mélenchon au second tour, on nous avait annoncé des 30-35%, des sondages à 40% de report de Mélenchon vers Marine Le Pen au second tour. C'est des choses qui n'ont pas eu lieu. Pour ce qui est des conséquences de la période qu'on est en train de vivre là, je vous inviterai à nous réinviter dans quelques semaines, puisqu'on est en train de faire le deuxième volet de l'enquête qu'on a menée en 2017 et qui permettra, à mon avis, d'éclairer, puisque, pour le dire avec un peu plus de sérieux, on a besoin actuellement de quoi on dispose pour analyser ces résultats-là. On dispose des cartes, des bureaux de vote, ce avec quoi travaille Jean, et puis des sondages, principalement des sondages de premier tour. Mais on a besoin de matériaux supplémentaires, on a besoin d'entrer dans l'analyse, on a besoin d'avoir des échelles plus localisées pour vraiment bien disséquer cette recomposition qui, encore une fois, n'est pas quelque chose de disruptif, n'est pas quelque chose de nouveau, mais qu'il faut, à mon avis, plutôt comprendre comme l'aboutissement d'un cycle long qui s'est joué sur 2 ou 3 élections. Voilà. Mais toujours, si on essaye de voir les antagonismes dans la question donc aujourd'hui posée par la société française, Violaine Girard, il faut voir aussi que justement entre 2017 et aujourd'hui, on a connu un antagonisme qui est celui des Gilets jaunes, avec a priori des marqueurs sociologiques assez précis pour ces gens qui décidaient d'enfiler un gilet jaune, c'est-à-dire une manière de rendre visible un mécontentement qui était sociologiquement marqué, dont on peut imaginer, ou dont on pourrait imaginer que celui-ci bien survive au second tour de l'élection présidentielle. Oui, alors ça, c'est sûr. Moi, pour compléter un peu ce qu'ont déjà bien dit mes collègues, ce qui me gêne un peu, c'est quand on voit 2 blocs. Et c'est-à-dire que moi, quelque chose qui m'avait gênée quand j'ai enquêté, c'est qu'on avait vraiment l'image de, enfin voilà, les gagnants, les perdants, et qu'on avait souvent, jusqu'aux années 2010, quand même l'image de le vote des ouvriers pour le Front National, c'est un vote de déclassement, c'est un vote de déclin, c'est un vote de personnes en proie au chômage, aux plans sociaux, etc. Or, quand moi j'ai fait mon enquête, je voyais des gens qui deviennent agents de maîtrise, qui deviennent techniciens, alors à la cinquantaine, mais des gens dont les enfants s'insèrent professionnellement, etc. Et ce que je veux dire par là, il y a eu tout un courant aussi de recherche sur les catégories populaires qui ont travaillé sur les transformations et des catégories populaires qui ne sont pas réductibles à une précarisation ou à une paupérisation. Il y a des fractions populaires, des gens qui sont dans des emplois d'exécution, dans des emplois peu qualifiés, mais qui deviennent propriétaires de leur logement et qui se veulent respectables, qui se veulent stables, qui veulent se dissocier, se distinguer des assistés qui sont stigmatisés par ailleurs, qui sont une figure créée par certains discours politiques. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas réduire. Il y aurait les élites et des classes populaires qui s'enfonceraient dans de plus en plus toujours de difficultés sociales. Ce que vous dites aussi, Violaine Girard, enfin, je parle en face de vous, sous votre contrôle, c'est qu'il ne faut pas avoir une lecture misérabiliste du vote Rassemblement national. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ce que j'ai pu
pu voir moi, c'est que c'est aussi un vote de personnes qui sont portées par des petites trajectoires d'ascension sociale, par des petits déplacements dans l'espace social ou par des formes de stabilisation. Mais alors, est-ce que ces gens-là, parce que donc ça, ce sont des trajectoires qui sont non pas millénaires d'ailleurs, puisqu'elles sont précisément démocratiques, mais elles existaient dans les années 50, 60, est-ce que ces gens-là sont aujourd'hui plus en colère qu'ils ne l'étaient jadis? Est-ce que ce vote-là, de ces petites classes moyennes qui sont en progression, comme vous dites, eh bien, est-ce que ces gens-là ont aujourd'hui la sensation d'être, je ne sais pas, lésés, bref, est-ce qu'ils ont plus de colère en eux, de colère sociale qu'auparavant? Alors, j'ai pas forcément des points de comparaison très précis, mais ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a des formes de politisation à droite et puis de radicalisation. On le voit par exemple beaucoup chez les petits indépendants, chez les personnes qui veulent monter leur entreprise, qui vont être artisans, etc., qui vont quitter le salariat. Et qui, chez ces fractions-là, il y a aussi beaucoup de votes Front National ou Rassemblement National désormais. Et puis alors, Jean Rivière, ce qui est pas mal, c'est que dans la mythologie électorale, il y a donc en opposition à ces classes dites populaires, il y a le bobo qui, lui, serait un être heureux dans son monde, qui serait parfaitement à l'aise dans cet univers-là et donc voterait, je ne sais pas, Emmanuel Macron. Alors oui, effectivement, vous faites allusion là au titre de l'ouvrage que j'ai récemment publié aux presses universitaires de Rennes. Alors le titre probablement, le sous-titre pardon, configuration électorale et structure sociale dans les grandes villes françaises dit probablement mieux le projet de l'ouvrage, dans la mesure où cette catégorie de bobos, je m'en débarrasse dans la page 2 de l'introduction, je crois. C'est un titre mensonger alors, Jean Rivière. Non, c'est un titre accrocheur pour donner envie de lire les livres. En fait, plus sérieusement, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre? C'est l'illusion qu'il faut garder. Et justement, le but, c'est de sociologiser d'analyse dans les espaces urbains centraux, dans lesquels on retrouve à la fois la plus forte diversité électorale et les contrastes sociaux les plus forts en termes de hiérarchie sociale, et notamment socio-professionnelle dans l'espace urbain. On retrouve différents pôles de la configuration électorale, notamment de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, à la fois dans les quartiers centraux, avec beaucoup de populations jeunes, diplômées, dans des villes qui sont aussi des métropoles universitaires. On retrouve des votes pour Jean-Luc Mélenchon forts aussi, du moins pour celles et ceux qui ont été votés dans les quartiers populaires de grands ensembles, où probablement les questions de créolisation, de violences policières structurelles qui étaient évoquées par le candidat, de pouvoir d'achat et d'inégalité aussi ont fait écho à ça. On retrouve dans ces beaux quartiers, parfois un peu plus loin, les beaux quartiers des classes supérieures, des cadres, plutôt des propriétaires de leur logement, où les votes, un jour pour la droite, aujourd'hui pour Emmanuel Macron, étaient les plus forts. Et donc cette mosaïque électorale des grandes villes, elle permet vraiment d'intriquer la géographie des votes avec celle des structures sociales. Mais est-ce que ça veut dire que finalement tout cela sont des mythes, le bobo, bon d'ailleurs le bobo du centre-ville, il a également voté, vous le rappeliez tout à l'heure, Éric Zemmour, donc ce sont des gens heureux, et je vois Violaine Girard qui plisse les yeux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu du vote en provenance de quartiers aisés pour Éric Zemmour, Jean Rivière. Ouais, alors, on a écrit il y a quelques années avec des collègues sociologues un bouquin qui s'appelle « Les bobos n'existent pas ». Donc on considère que c'est une catégorie qui n'est pas une catégorie intéressante ou pertinente pour faire des sciences sociales. Il faut faire un pas de côté, et comme j'essayais de vous le dire tout à l'heure, les catégories d'analyse qui sont pertinentes pour comprendre la géographie des votes, pour Éric Zemmour, pour Macron, Mélenchon, ou tout autre type de pratique, ce sont le fait de raisonner avec des catégories et des outils intellectuels fins. Les catégories socio-professionnelles, notamment comme j'ai essayé de le faire dans le bouquin, avec les catégories socio-professionnelles en 42 postes qui permettent d'éclater ce qu'il y a à l'intérieur des ouvriers, à l'intérieur des cadres, les niveaux de diplôme qui jouent un rôle de plus en plus important, les clivages démographiques, les clivages de résidentiel, de rapport à l'immigration ou à la nationalité. Et c'est surtout de penser ensemble, d'articuler ces différents facteurs explicatifs dans l'espace géographique pour comprendre les votes. Je renvoie donc Jean Rivière à votre ouvrage L'illusion du vote bobo. C'est aux presses universitaires de Rennes avec un sous-titre effectivement plus long, configuration électorale et structure sociale dans les grandes villes françaises. Violaine Girard, votre ouvrage Le vote FN au village, trajectoire de ménage populaire du périurbain, c'est aux éditions du Croquant. Et enfin, Hugo Touzet, vote populaire, les bases sociales de la polarisation électorale dans la présidentielle de 2017, c'est aux éditions Collectif Focal.